C'est bon. Ouais. Donc, si c'est bon, bah, je vais commencer. Alors, en fait, l'e-commerce à Maurice, comme je vous disais au début, l'idée, c'était un peu de casser un peu les mythes de l'e-commerce dans la première partie de ma présentation. Donc là, je vous laisse avec une citation. Alors, Albert Einstein, on lui fait dire un peu tout ce qu'on veut, hein. Donc, je ne sais pas si c'est lui. Donc, effectivement, il ne faut pas croire tout ce qu'on voit, hein, surtout sur Internet. Mais bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, d'apporter de la simplicité dans un moment tel qu'on le connaît avec le Covid et de l'harmonie et de saisir les opportunités, c'est, je pense, la meilleure capacité des leaders d'aujourd'hui et de demain. Donc, ma présentation, je vous l'ai dit, dans un premier temps, je vais m'attaquer un peu au mythe du e-commerce à Maurice. Et puis, on va voir comment faire son e-commerce et comment payer en ligne, qui est le sujet aujourd'hui. Donc, les mythes du e-commerce. Alors, il faut savoir que le e-commerce, c'est les premières success stories d'Internet. Donc, avec Amazon, eBay, c'est les premières sociétés qui ont connu du succès sur le web 1.0. Et on a vu toutes sortes de projets farfelus essayer de gagner beaucoup d'argent. Donc ça, par exemple, c'est de milliondollarhomepage.com. Donc c'est un monsieur qui a eu la bonne idée de découper une page internet en pixels et de vendre ces pixels pour l'éternité à 1 $. Il en a vendu 1 million, il s'est fait 1 million de dollars et il a pu prendre sa retraite, ou presque. Mais bon, il y a d'autres projets aussi qu'on voit passer. Donc ça, c'est quelqu'un qui vend des pet rock. Donc vous pouvez acheter pour 20 $ un pet rock, donc un animal de compagnie rocher sur Amazon. Et il vous donne une jolie boîte et un petit nid. Vous pouvez l'offrir aux gens. Donc beaucoup de projets sérieux ou farfelus qui en fait créent toute une mythologie autour de l'e-commerce et de la success story des entrepreneurs du digital. Maurice n'a pas été épargné. Pendant ce temps-là, à Maurice, on a vu aussi effectivement arriver les premières success stories du e-commerce. Donc ça, c'est Dheeraj, le fondateur de shoponline.mu, dans sa Porsche. Et nous, de notre côté, on a pu aussi voir émerger tout autour de l'île ces panneaux avec de plus en plus de services en ligne, tels que Maredeal, qui est une des jolies success stories de ces dernières années à l'île Maurice, mais d'autres, Price Guru aussi, qui est, je crois, la même société, SafeGenie et autres. En fait, c'est une tendance qui n'est pas uniquement aujourd'hui à l'île Maurice, mais sur tout le continent africain. Là, la société que vous voyez, c'est Jumia. Jumia, c'est en fait un e-commerce type Amazon qui agit sur le continent africain. Et ils ont notamment connu le succès. Il faut savoir que c'est la première licorne africaine. Donc une licorne, c'est une société valorisée, capitalisée à plus de 1 milliard de dollars. C'est la première, c'est la seule sur le continent africain, c'est du e-commerce. Et ils ont connu le succès en fait en réglant une problématique qui est, je pense aussi, un problème à Maurice, c'est ce qu'on appelle le last mile, le dernier kilomètre. Parce qu'en fait, quand on fait de la vente, c'est assez simple de faire du point à point, d'envoyer de poste à poste, d'envoyer d'entrepôt à entrepôt. Ça, c'est des professionnels, etc. C'est assez simple. Mais par contre, faire de la livraison chez l'habitant, du door-to-door, porte-à-porte, c'est assez compliqué. Et eux, vous voyez par exemple leur petite flotte de véhicules qu'on appelle des boda-boda en Ouganda, qui font en fait les livraisons pour aller les livrer chez les gens. Et c'est un exemple d'un concept type e-commerce, eBay, Amazon, adapté au marché africain et à ses réalités. Et ça a bien fonctionné pour eux puisque c'est la première licorne. Donc, il y a un concept aussi important à comprendre, je pense, quand on veut faire du e-commerce à Maurice, c'est l'opposition entre ce que nous on appelle le western e-commerce et le eastern e-commerce. En fait, moi j'habitais en Chine avant de venir à Maurice. Je suis arrivé à Maurice en 2008 et j'ai vécu ça à l'époque, en 2007-2008. En Chine, on me disait surtout ne commande pas sur Internet. Tu vas jamais recevoir ce pourquoi tu as payé.
on va t'arnaquer. Donc, il y avait un vrai problème de confiance. Et aujourd'hui, si on regarde les chiffres, 12 ans plus tard, le e-commerce avec Alibaba, AliExpress et l'e-commerce Taobao est devant, en termes de volume, devant les États-Unis qui sont l'initiateur de la chose. En fait, comment est-ce qu'ils ont réglé le problème? Et c'est ce qui s'est fait un peu à Maurice aussi. Ils sont venus avec des solutions de livraison gratuite, paiement à la livraison. Et ils ont essayé d'établir une relation de confiance avec leurs clients pour leur proposer en fait des services de manière régulière ou récurrente. Et une fois que la personne est rassurée, là, elle va chercher la facilité des moyens de paiement en ligne. Donc, Maurice, on avait un peu le même souci, je pense. C'est pour ça que les premiers e-commerce qu'on a vus, c'était paiement à la livraison. Et ensuite, on a vu arriver, si je reviens juste en arrière, vous voyez, ils insistent tous sur free delivery. Pourquoi free delivery? C'était pour exactement cette problématique de confiance qu'on est en train d'adresser. Maintenant, je sais que si je commande sur Marideal, j'aurai ce pourquoi j'ai commandé. Il y a peut-être quelques années, j'aurais eu un doute. Voilà. Donc, bien opposer ça. Et donc, quand vous lisez quand vous lisez des articles faits aux États-Unis ou en France, en Europe, sachez qu'il y a quand même une problématique de confiance dans nos marchés et qu'il faut l'adresser. Alors ça, c'est des informations qu'on avait post-Covid, enfin pré-Covid, pardon, qui est le Gartner Hype Cycle for Africa. En fait, Gartner est un gros institut de recherche sur les technologies, un peu ce qui va se passer dans le futur, et un gros cabinet de consultants aussi. Et ils publient chaque année de la donnée, et ils nous disent en fait que il y a des cycles. La technologie, quand elle arrive, pardon, elle va en fait changer les manières d'être. On l'a vu avec le paiement mobile, par exemple, en Afrique, dans des marchés comme le Kenya, où ça a changé complètement la donne. Et vous voyez là qu'il y a là où j'ai mis la flèche rouge, le commerce est censé donner l'impulsion, le digital commerce, le commerce électronique, est censé donner l'impulsion à cette courbe. Alors, ça, c'est effectivement, c'est pas facile de prédire le futur. Hein. C'est bon, ils ont des très bons analystes, mais effectivement, des événements comme le Covid, on ne peut pas trop le prédire. Alors, le Covid, qu'est-ce que ça change aujourd'hui dans notre petite manière de faire de l'e-commerce traditionnel, j'ai envie de dire. Le Covid, en fait, il y a eu, à mon avis, quelque chose d'assez sympathique qui s'est passé au début. C'est quand on a eu cette période de lockdown, on a tous été plus ou moins forcés d'utiliser les plateformes e-commerce pour commander ces packs de survie. Avec du riz, des patates, enfin toutes les denrées alimentaires de base, du riz, du lait. Et il y a pas mal de gens qui, avant, ne passaient pas par ces plateformes, qui s'y sont mis. Alors, je ne dis pas qu'ils vont tous continuer à utiliser les plateformes e-commerce, mais forcément, il va y avoir un petit pourcentage de personnes qui va rester et qui va continuer d'utiliser ces services. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y avait plein de gens qui n'avaient pas de carte pour payer sur Internet ou les options de paiement en ligne n'étaient pas activées, qui ont dû faire ces démarches pour pouvoir commander en ligne. Donc maintenant qu'ils ont ces moyens à disposition, ils vont forcément les utiliser par le futur, je pense. Donc on va voir sur le court et moyen terme, je pense, une augmentation du volume de transactions sur les plateformes e-commerce à Maurice. Moi, ce qui m'intéresse surtout en fait dans ça, donc c'est effectivement parce que bon, moi, en tant qu'agence, j'aide des projets qui s'occupent du marché local, mais aussi des projets qui s'occupent à l'international. Et une des choses qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est le dévissement de la roupie. J'y vais à la louche, mais en gros, on était pré-Covid à 1 dollar 30 roupies.
et maintenant on est pratiquement à 1,40 roupies. Ça va changer pas mal de choses, ça, un peu partout dans tous les secteurs de l'économie, mais aussi sur le e-commerce en fait. Si aujourd'hui on voit une majorité de projets qui s'adressent au marché local, donc Marideal, qui est une société mauricienne, qui va proposer à des Mauriciens d'accéder à des hôtels qui n'ont pas un bon taux de remplissage en basse saison, par exemple. On a très peu, je trouve, de projets mauriciens qui essaient de proposer à l'export et d'aller chercher des devises. Si j'ai bien compris, je ne suis pas économiste, mais si j'ai bien compris, en fait, le fait que la roupie dévisse, c'est aussi lié au fait que le tourisme s'est arrêté, on rentre moins de devises, et du coup, quand il n'y a plus de devises étrangères, la roupie baisse, c'est systémique. L'e-commerce pourrait proposer, à mon avis, une solution pour aller chercher des devises. Donc ça, c'est aussi, je pense, une des opportunités. Donc il y a le marché local, mais il y a aussi le marché international. Et vous verrez dans la suite de ma présentation qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui sont mises en place pour des sociétés mauriciennes qui veulent attaquer le marché mauricien. C'est aujourd'hui très simple, alors qu'il y a quelques années, c'était un peu plus compliqué. Et aujourd'hui, on manque un peu de solutions pour une société mauricienne qui voudrait aller chercher des clients à l'étranger. Je pense que c'est dommage et c'est peut-être un des axes qu'il faudra développer par la suite. Alors, on va venir dans le dur, j'ai envie de dire. Si vous voulez commencer votre e-commerce, comment est-ce qu'on fait concrètement? Alors, quand on est porteur de projet ou qu'on a une société existante et qu'on veut commencer à lancer sa plateforme en ligne, à faire des ventes en ligne, on va voir tous ces volumes sur eBay, Amazon, Facebook, etc. Et nous, au final, on est une petite étoile là qui essaye de survivre auprès de ces géants. Ensuite, on va commencer à essayer de se renseigner un peu sur qu'est-ce qui est possible. Et là, on va être assailli de plein de noms barbares, WooCommerce, Shopify, Magento. Et là, la plupart des gens, ils commencent à bien nager et ils sont encore plus perdus dans tout ce fatras. Il y a toujours une bonne âme aussi pour vous dire, mais non, ne fais pas d'e-commerce, fais pas de site internet, tu vas voir, fais du dropshipping ou du marketing d'affiliés, ça marche très bien. Et du coup, là, on se retrouve à chercher qu'est-ce que c'est que le dropshipping et le marketing d'affiliés. En plus, sur les réseaux sociaux, comme ils espionnent un peu tout ce que vous faites, vous allez commencer à voir des gourous du marketing qui vous font des posts sponsorisés en vous disant comment je suis devenu riche sur Facebook et suivez ma méthodologie. N'oubliez pas de mettre votre carte de crédit auparavant. Donc, il y a beaucoup de gens qu'on voit qui, avant de trouver la bonne solution, vont dépenser beaucoup d'argent, du temps, de l'argent, parce qu'en fait, il y a un processus d'apprentissage qui doit se faire dans tous les cas, parce que c'est quand même, même si c'est simple d'aujourd'hui monter une plateforme e-commerce, il y a tellement d'options, on est tellement noyé dans de l'information contradictoire que c'est pas forcément évident, on perd forcément du temps, on fait des tests qui coûtent de l'argent et on n'a pas le résultat qui vient avec. Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui essayent et qui, suite à une mauvaise aventure, arrêtent, alors que peut-être ils auraient dû voir ça comme un test. Bon, il n'y a pas 36 solutions. Même si je vous ai dit que c'était complexe, en gros, il y a 3 axes principaux. Soit vous le faites vous-même, vous vous formez à WordPress ou vous allez faire votre shop sur Shopify ou vous allez sur Wix. Enfin, il y a toute une batterie aujourd'hui d'outils que vous pouvez utiliser tout seul pour faire vous-même votre e-commerce. Soit vous passez par une compagnie tierce qui va vous proposer un software, un logiciel, par exemple Shopify. Donc vous allez payer tous les mois Shopify, il va y avoir des frais sur les transactions, mais vous allez avoir tous les outils pour pouvoir faire votre e-commerce tranquillement.
Soit vous dites, je veux être possesseur je veux posséder ma propre solution. Et là, soit je recrute des développeurs en interne et commence à les faire travailler sur ma plateforme e-commerce, soit je me fais accompagner par une agence. Donc chaque solution, il n'y en a pas de parfaite, il n'y en a pas d'imparfaite. C'est en fonction du porteur de projet que nous, on va essayer de conseiller un peu la personne sur quelles pourraient être les meilleures solutions. Donc, si vous regardez aujourd'hui les chiffres du e-commerce, soyons pragmatiques. Aujourd'hui, il y a quand même quelques solutions qui sortent du lot. Donc, en fait, on a des robots qui vont scanner l'ensemble des pages du web pour voir les statistiques sur quel type de technologie est utilisée. Effectivement, on a un haut de panier qui ressort assez clairement. Shopify, WooCommerce, OpenCart, Squarespace, PrestaShop et Magento, qui sont aujourd'hui les solutions qui sont le plus considérées par l'industrie. Je vous propose peut-être de voir un peu les avantages et les inconvénients de chaque solution. En fait, Shopify, qui aujourd'hui, je pense, est un des acteurs qui est en train de prendre le plus de parts de marché par son coût d'entrée faible. C'est un outil qui est assez complet, qui va vous permettre de créer une page e-commerce qui est très bien orientée sur les réseaux sociaux, mais vous allez avoir des abonnements. Je crois que c'est 2000 roupies et puis après des frais transactionnels. Alors moi, je ne suis pas utilisateur de Shopify parce que bon, moi, je sais développer mes propres solutions. Mais effectivement, peut-être pourquoi pas pour quelqu'un qui débute. Il y a plusieurs types de porteurs de projet. Vous allez avoir le type de porteur de projet type individu. Ma mère fait des gâteaux qui sont très bons et veut les vendre sur Internet. Peut-être que Shopify peut être la bonne solution pour commencer assez rapidement sans avoir à aller voir une agence qui va vous faire un devis pour un site e-commerce assez coûteux. Et puis après, s'il y a grossi, là, vous pouvez peut-être développer quelque chose sur mesure. Magento, c'est la solution la plus complète. C'est eBay qui a développé ça. Donc, Magento, c'est une solution qui va être très coûteuse à être mise en place, mais pour des business qui sont très connectés avec tout ce qu'on appelle la chaîne logistique, le supply chain. On a besoin de la gestion de stock en temps réel, où il y a des applicatifs métiers qui vont venir se greffer là-dessus. Magento, c'est l'une des meilleures solutions, car c'est la plus complète. À mettre en œuvre, c'est très coûteux à mettre en place, et c'est coûteux à maintenir, etc. Donc, c'est pas la solution pour votre maman qui fait des gâteaux ou pour la quincaillerie du coin qui voudrait mettre son stock en ligne. Mais pour des gros acteurs ou des PME avec une certaine taille, Magento est clairement une solution à considérer. Alors moi, dans mon agence, on fait beaucoup de WordPress, donc je connais très très bien WooCommerce. WooCommerce, en fait, dans ce qu'on appelle un CMS, hein, un Content Management Software, donc un petit logiciel qui vous permet de gérer vos pages, vos images, votre texte sur votre site internet. Dans les CMS, WordPress, c'est le plus utilisé. C'est le plus utilisé pour faire des sites institutionnels et des blogs. Ce n'est pas forcément le plus utilisé pour faire du e-commerce, même s'ils sont mis ces dernières années, hein, comme tous les CMS. Souvent, on va hésiter entre PrestaShop et WooCommerce. PrestaShop, lui, qui est en fait un CMS qui a été développé pour faire du e-commerce. Donc là, je pense qu'il faut être pragmatique. Est-ce qu'il y a une solution qui est meilleure qu'une autre? Je ne pense pas. En fait, c'est au cas par cas. Si votre oncle est spécialiste WordPress et qui dit je vais vous aider à faire votre site, réfléchissez pas à aller sur WordPress. Si vous avez une agence que vous connaissez et qui pratique des tarifs intéressants et que vous savez que vous allez avoir du support sur PrestaShop, allez sur PrestaShop. Je pense que vraiment la différence dans le choix
d'une solution technique aujourd'hui se fait en fonction des cartes que vous avez en main. Si vous connaissez personne, vous pouvez aller faire le tour des agences, vous allez trouver des devis, vous allez peut-être trouver quelqu'un avec qui vous avez envie de faire votre projet, ou vous pouvez peut-être essayer Shopify ou une autre solution type. Donc, c'est pas évident de couvrir l'ensemble des projets, mais je vous expliquerai un peu, nous, notre approche par la suite. Maintenant, le paiement en ligne. Alors, le paiement en ligne, c'était une vraie galère à Maurice il y a quelques années. Il y a pas mal de solutions qui se sont mises en place. Donc, les premières choses qu'on a vu voir arriver, c'est les solutions de paiement mises en place par les banques. SBM, MCB ont tous deux des solutions de paiement que vous pouvez intégrer sur un site internet ou une plateforme quelconque. Aujourd'hui, il va falloir prendre contact avec votre banque, faire passer un dossier. Ils vont voir en fait l'état de vos comptes. Il y a ils vont faire un meeting pour approuver les projets e-commerce. Donc, il y a quand même un temps de processing de votre dossier qui est pas instantané. Et parfois, le cas échéant, si vous êtes considéré comme un business à risque, ils peuvent vous demander des garanties, des dépôts. Et pour eux, par exemple, le tourisme est une activité à risque, en fait, pas parce que les gens vont faire des fraudes, mais parce qu'il peut y avoir beaucoup d'annulations. Vous avez payé une sortie dauphin, par exemple, à Flic-en-Flac, là où j'habite. Il pleut, vous ne pouvez pas y aller, on doit vous rembourser. Donc il y a beaucoup de refunds, de remboursement. Et donc, vous êtes dans une catégorie à risque et donc ils peuvent, par exemple, vous demander un dépôt. Ils ont mis en place PayPal. Alors, PayPal, c'est une solution super simple. PayPal, il n'y a pas à attendre. On met son mail, on met sa carte de crédit et en gros, on peut recevoir des paiements. Alors, PayPal, ça peut convenir à certains projets. Par contre, moi, je le déconseille pour certains projets parce on a eu de mauvaises expériences, pas que moi, hein, d'autres. En fait, PayPal va systématiquement donner raison à l'acheteur et c'est aux e-commerçants de faire toutes les démarches pour prouver qu'il a, il a fourni le service, il a fait tout dans les règles pour pouvoir essayer de récupérer son argent si l'acheteur demande un refund. On a aussi vu des e-commerçants qui sont vus leur compte bloqué sur PayPal et les autres payment gateway, hein, je tiens à dire que ça arrive. Si il y a des gens, par exemple, qui essaient de faire des transactions frauduleuses sur votre plateforme et que vous montez au-dessus d'un certain un certain pourcentage de transactions frauduleuses, ils vont bloquer votre compte. Et là, c'est la croix et la bannière pour essayer de faire débloquer son compte. Donc, on a parfois des gens qui ont des sommes assez conséquentes qui restent bloquées sur ces moyens de paiement. Il faut savoir que tout le support, par exemple, chez PayPal, au début, c'est des robots. Hein. Donc, on va parler avec des chatbots pour essayer de faire comprendre il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème, jusqu'à ce qu'on escalade le problème chez un humain et que ça peut se débloquer. En fait, PayPal, ça va être simple. Moi je conseille PayPal quand la solution, le e-commerce est simple. On sait que c'est des petits montants. Ça ne va pas être problématique pour la société d'avoir une partie de son cash qui est bloqué sur le compte PayPal en cas de problème. Il faut savoir aussi que PayPal est lié à votre carte de crédit. Et en fait, s'il est lié à votre carte de crédit, vous allez donc faire un transfert depuis votre carte de crédit, depuis PayPal vers votre carte de crédit pour après le transférer vers votre compte bancaire ou alors aller le retirer en banque. Et toute cette chaîne est assez coûteuse. Hein. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'on est à plus de 6, 7, 8% sur toute la ligne. Donc, on perd en compétitivité parce que ça augmente les frais transactionnels. Il y a d'autres solutions qui sont venues arriver. Aujourd'hui, je pense que le marché est là. Aujourd'hui, le marché est vraiment là. Au début, il était cash and delivery. Et maintenant, avec Juice et Mighty Money, on a vu des solutions se mettre en place. Donc aujourd'hui, quand moi je commandais pendant le Covid, pendant le lockdown du Covid sur les plateformes, ça m'arrivait de payer par Juice ou par bank transfer
donc faire des paiements directs. Alors, c'est aujourd'hui le gros du marché, même si vous voyez les plateformes qui se mettent en place aujourd'hui, c'est ça qui est utilisé majoritairement. Un petit regret, moi, en tant que développeur, c'est qu'ils n'offrent pas d'API pour pouvoir intégrer ça de manière automatique dans le site internet. Et du coup, tout le processing, tout le traitement de ces transactions reste manuel. Il faut vérifier sur votre internet banking que vous avez reçu un virement bancaire en direct transfer ou par Juice. Donc ça reste manuel. Voilà. Ça, c'est aujourd'hui, je pense, des options qui s'offrent à vous pour faire du paiement. On a vu aussi pendant le Covid en fait émerger pas mal de solutions. Donc là, je vous mets moi j'appelle ça les e-shops. Il y en a pas mal, hein. Shop online, e-shop, Maurice Store. Enfin, ils vous proposent en fait, par exemple, la société MIPS vous propose de vous faire un site internet gratuit, donc une page, de faire le processing de vos paiements et avec un coût d'entrée qui est gratuit pour le site, je crois, et après ils vont vous prendre un petit pourcentage sur vos transactions. Euh, c'est une solution, je veux dire, si vous n'avez pas, si votre magasin est fermé parce qu'il y a l'épidémie et que vous n'avez rien d'autre, vous pouvez d'ores et déjà signer là-dessus. Alors, il faut savoir que moi, je ne suis pas fan de ça parce que bon, moi, j'aime contrôler ma communication et je ne sais pas si, par exemple le magasin là, CQN, il ne veut pas se retrouver à côté d'Hotstone, il n'a pas trop la main dessus. Donc il y a des avantages parce que c'est instantané, mais l'inconvénient, c'est peut-être effectivement le contrôle qu'on va avoir là-dessus. Et la promotion qu'on va en faire va être forcément un peu compliquée. Je vous parlais du last mile. Alors, c'était un vrai problème, le last mile à Maurice. Aujourd'hui, ça l'est moins. Il y a la Poste qui peut faire du point-à-point, voire même du door-to-door. Donc, pour tout ce qui est livraison, vous avez aussi des prestataires de services. Là, je vous montre par exemple une publicité qui tournait sur les réseaux sociaux de bongénie.mu, qui sont des gens en fait qui vont faire les livraisons e-commerce. Parce qu'en fait, le problème qu'il y avait à Maurice, c'est que Maurice est un marché assez petit. Donc, on n'a pas la masse critique pour un e-commerçant d'avoir sa flotte de véhicules qui fait des livraisons toute la journée. Du coup, il y a des prestataires de services qui ont commencé à regrouper ces commandes-là. Et ça marche plutôt bien, hein. Bon, alors, je sais qu'on a eu, pendant le Covid, en tout cas sur les premières semaines, on a eu des gros délais dans les livraisons. Mais bon, petit à petit, ça s'est mis en place et maintenant, ça a l'air de fonctionner. Alors, comment est-ce que nous, on le fait? C'est-à-dire que moi, en tant qu'agence, quand je vois venir un porteur de projet, en fait, j'ai mes filtres pour analyser son projet et c'est ça que je me propose de vous faire voir. Alors, moi, je suis un fan du Lean Management, Lean Product Management, qui sont la mise en place de projets à faible coût avec la recherche, l'analyse des données pour la recherche d'une croissance scalable. Et donc, moi, quand j'ai un porteur de projet qui vient me voir, il me dit bonjour Vincent, je veux vendre les gâteaux de ma mère sur Internet ou j'ai ma société qui aujourd'hui emploie 100 personnes, on vend de l'outillage dans le BTP et on est fermé, il faut qu'on mette une plateforme en ligne. Moi, je vais déjà l'écouter parler pour comprendre qu'est-ce qu'il veut offrir en termes d'expérience utilisateur. Alors, ça, c'est un autre terme qu'on utilise souvent dans le développement, c'est l'UX. Donc, l'UX, en fait, c'est l'user experience en anglais, c'est l'expérience utilisateur. Alors, souvent, les gens, ils voient que l'UX, ça va être un UX designer qui va leur faire des mock-ups jolis pour leur montrer à quoi ressemble leur plateforme et le cheminement du client. Une expérience utilisateur, c'est pas ça. En fait, une expérience utilisateur, c'est qu'est-ce qu'on offre à son client. Booster des posts sur Facebook,
faire la livraison chez quelqu'un et récupérer le cash en direct avec lui, c'est une expérience utilisateur. C'est peut-être pas la bonne en fonction de votre business, mais pour certains, ça peut convenir. Ensuite, on va voir les fonctionnalités. Alors, c'est vrai qu'en fonction en fonction de l'outil que vous utilisez, vous allez avoir tout un tas de fonctionnalités qu'on va offrir en ligne. Je vous donne un exemple. Par exemple, si vous êtes un vendeur de voitures, c'est choisir la couleur des pneus, la couleur du châssis, vitres teintées, vitres pas teintées, etc. Aujourd'hui, toutes les solutions du marché, type Shopify, e-shop en local, aujourd'hui, elles ne peuvent pas vous offrir ce type d'option. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez faire pour offrir à vos clients? Parce que bon, ça peut être assez rentable parce que chaque option est payante, forcément. Donc, on va faire plus 100 $ pour les vitres teintées, plus 300 $ pour des pneus plus gros. Enfin, j'en sais rien. Toutes ces options que vous pouvez offrir en termes de customisation du produit, et ça aujourd'hui, il va falloir le faire développer. Et en fait, ça représente, vos features, ça représente un peu votre value proposition. C'est qu'est-ce que vous offrez aux gens. Et tout l'objectif, c'est de trouver le product market fit. Hein. Je fais ça avec mes mains. Voilà, c'est là où votre offre va venir fit avec vos consommateurs, vos clients. Alors, toujours en se disant que ça a un coût. Et ce coût, c'est ce qu'on appelle le Customer Acquisition Cost, le coût d'acquisition d'un utilisateur ou d'un client. C'est assez simple à calculer, c'est toutes vos dépenses, tout votre marketing divisé par le nombre de vos clients. Aujourd'hui, moi, je sais que ma méthodologie correspond à certains clients et pas à d'autres. On a un coût d'acquisition d'un client qui peut être de 10 à 50 $, dépendant de l'industrie. Donc, si quelqu'un vient me voir et me dit j'ai des produits à vendre à 3 $, je vais lui dire sur Internet, c'est compliqué. Sur le marché local, parce qu'il n'y a pas la masse critique, les coûts vont être tels que moi, aujourd'hui, je n'ai pas la solution pour toi. Peut-être essaye purement des réseaux sociaux, où là, tu peux avoir un ROI qui est clair, où il faut trouver une autre méthodologie, mais ce n'est pas moi. Donc, dans tout ce que vous faites, calculez bien ce coût-là, parce que c'est important de comprendre effectivement l'ensemble du coût de votre projet digital. Alors moi, j'ai entendu des gens qui me disaient, j'ai mis 200 $ sur Facebook, j'en ai rapporté 4000, ok, c'est très bien, mais derrière, j'emploie 3 ou 4 personnes, j'ai fait euh, tant et tant de kilomètres en voiture pour réaliser ces ventes. Il faut vraiment tout mettre. Et c'est important parce que c'est clairement ce qui va vous dire si vous êtes profitable ou pas sur le digital. Donc, où sont vos clients? Ça, c'est la bonne question. Donc, aujourd'hui, si vous avez un projet digital, on va vous parler de SEO, enfin SEM au sens large du terme, qui est Search Engine Marketing. Mais vous allez entendre des termes barbares type SEO, SEA, SMO. En fait, c'est assez simple. Le SEO, c'est l'optimisation du référencement naturel sur vos moteurs de recherche. C'est comment est-ce qu'on va faire nous bien notre travail pour que Google puisse vous référencer et vous allez remonter de manière naturelle dans les résultats de recherche. Le SEA, c'est faire des campagnes sur les moteurs de recherche. Donc là, vous allez en fait, vous allez payer Google ou autres pour qu'ils mettent votre publicité en avant. Donc vous allez vous retrouver sur certains mots-clés tout de suite devant. Par contre, c'est un modèle qui, si vous ne faites pas l'optimisation naturelle, au moment où vous arrêtez de payer, eh ben, vous n'allez plus avoir de clients parce que si vous ne payez pas, vous n'aurez pas de trafic. Ces dernières années, avec Facebook, Twitter, Instagram, etc., on a vu le SMO venir. Donc, c'est un peu la même logique sur les social media. Donc, vous pouvez effectivement, c'est mon slide suivant,
Parce qu'en fait, on voit bien là la subdivision. Vous pouvez faire en fait la même chose, c'est-à-dire essayer de faire du contenu sur les réseaux sociaux ou booster pour essayer d'attirer des gens et de les amener à acheter vos produits. Une dernière chose qu'on a tendance à oublier aussi, c'est le mailing. En fait, quand on fait du e-commerce ou tout type de projet digital, la base, je vous dis bien la base, c'est de capitaliser sur une liste d'emails. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez tout perdre. Google peut changer son algorithme, on l'a vu par le passé. Et vous allez vous retrouver des premiers résultats en première page à la 10e page parce qu'ils ont fait un changement dans l'algorithme et que vous n'êtes pas adapté. Et donc là-bas, plus de clients. Les réseaux sociaux, vous pouvez perdre votre page Facebook s'il y a du contenu violent, pornographique, enfin tout ce qui est banni par Facebook qui vient sur votre page et que pour des raisons, vous venez, une raison X, vous venez contre leurs rules and regulations, contre les règles mises en place, et ben, ils vont vous bloquer. Puis après, à vous de venir essayer de faire les démarches pour essayer de débloquer votre compte. La chose sur laquelle vous pouvez capitaliser le plus simplement, c'est le mailing. Donc, capturer les emails de vos visiteurs pour garder un contact avec eux et les tenir au courant de votre activité et essayer de leur vendre le cas échéant. C'est une grosse part de l'activité sur un e-commerce et c'est aujourd'hui, tous canaux confondus, ce qui est censé vous rapporter le plus. Alors, nous, dans notre agence, ce qu'on fait, c'est de l'inbound marketing. C'est opposé à de l'outbound marketing. Donc, l'outbound, en fait, c'était le processus de vente classique il y a quelques années où vous aviez des commerciaux qui prenaient leur téléphone, qui appelaient et qui disaient bonjour monsieur, je viens pour vous parler de notre dernier produit. Est-ce que ça vous intéresserait d'organiser une démonstration, une visite, etc. Donc là, on fait du push, en fait. On pousse le produit vers le client avec l'avènement d'Internet, la manière de consommer des gens a changé. Aujourd'hui, on est tous en train de faire des recherches sur Internet pour se renseigner sur le téléphone qu'on va acheter ou sur la voiture. On regarde des tutos, des vidéos sur YouTube, des reviews pour essayer de comprendre. Aujourd'hui, l'inbound marketing, ça revient à créer du contenu pour attirer dans un funnel de conversion le visiteur. Alors, faire du contenu, ça veut dire quoi? Faire du contenu, en fait, là, vous avez la pyramide du contenu. Si vous voyez sur la droite, vous avez faible et fort et souvent. Et en haut, vous avez haut et fort et souvent. Donc, la base, c'est le contenu curé, la curation de contenu. C'est partager des articles de votre industrie sur votre page Facebook, par exemple, ou partager un article de l'Express sur l'impact du tourisme dans le Covid quand vous êtes une agence de voyage. C'est du contenu qui n'a pas été fait par vous et que vous allez partager parce qu'il est dans votre secteur. Le deuxième, c'est écrire des articles de blog. Donc, ça doit être fait régulièrement parce que ça aide pour le référencement naturel. Ensuite, vous avez faire des infographies ou des présentations. Ça, vous allez le faire moins souvent forcément qu'écrire des articles parce que ça demande un peu plus de travail. Puis vous avez les très longs blogs, avec une analyse vraiment profonde d'un sujet ou une présentation. Ça prend, disons, en forme de blog, j'imagine un article là de, disons, 2000 à 3000 mots, quand un short form blog post, ça va être 500 à 1000 mots à peu près. Et tout en haut de la pyramide, vous avez faire des livres blancs, donc des white papers, publier des e-books, essayer de faire des recherches, voilà. C'est des choses beaucoup plus poussées. Un white paper, faire un livre blanc aujourd'hui, ça montre vraiment votre expertise sur une problématique d'une industrie donnée, mais c'est coûteux. Ça demande beaucoup de recherche, beaucoup de travail et c'est à faire. Donc souvent, on dit qu'en fait, aujourd'hui, faire un blog post, si vous prenez un copywriter, un pigiste, et vous lui dites fais-moi des articles sous forme de blog, ça va vous coûter entre 5 et 10 dollars, on va dire. Et aujourd'hui, si je demande à ce qu'on appelle un ghostwriter, donc quelqu'un qui écrit des livres, mais qui ne les signe pas et qui va me laisser le signer, ça va être 1000 dollars plus, par exemple.
Donc, vous avez un peu le coût de vos marketing à inclure en fait dans vos dépenses. Donc, c'est quoi un marketing funnel? Donc, avec ce contenu, on va essayer d'attirer les gens dans un funnel de conversion. Donc, alors, je ne sais pas si je l'ai mis là. Non, je ne l'ai pas mis là. En fait, c'est créer l'awareness. Je ne sais pas comment on dit ça en français. J'ai oublié le mot en français. Créer l'awareness, créer l'intérêt, la considération. Et tout là, en fait, c'est susciter l'action. Donc, c'est ce funnel-là. Typiquement, c'est ce qu'on essaye de faire dans un CRM, un Customer Relationship Management, qui va exploiter les données tirées de votre site internet et de vos réseaux sociaux pour les ramener dans un outil qui va faire ça. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est complexe et ça prend un peu de temps, mais c'est des outils assez utiles. L'objectif pour vous, soyons clairs, c'est de trouver un retour sur investissement sur Internet, sur toutes vos activités digitales. Et aujourd'hui, il n'y a pas tout le monde qui le trouve. C'est peut-être ça fait peut-être partie du mythe de dire je mets $200 sur Facebook et je fais 2 millions de dollars. Aujourd'hui, ça ne marche pas comme ça. Sinon, je ne ferai plus de service. Je ferai que ça toute la journée. Bon, il faut être honnête, moi, dans les projets, parce que j'ai plusieurs types de projets dans mon agence. La plupart des gens aujourd'hui trouvent un retour sur investissement. Il y en a quelques-uns quand même qui peinent plus que d'autres. Il y en a pour certains, c'est facile. Alors moi, j'ai vu d'expérience que le modèle simple, dans nos marchés insulaires, donc j'inclus en disant Madagascar, Réunion et Maurice là-dedans, c'est plus simple de vendre des produits qui sont un peu plus chers que des produits moins chers. Parce qu'en fait, l'effort marketing pour générer du lead sur un produit à $4 ou un produit à disons, $300, $500, $1000, ou même une maison en ARS, est quasiment le même. Je ne vous dis pas que ça convertit pareil, parce que ce serait faux. Hein. C'est sûr que des produits à $4, on peut en vendre plus que des produits à $1000. Mais l'effort pour aller chercher un lead et intéresser un lead, surtout sur le bas du panier, là, en fait, hein, parce que beaucoup d'acteurs aujourd'hui font ça. Hein, et ça, on le fait très, 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 très peu encore à Maurice, parce que c'est un coût, hein, soyons clairs. Donc, l'effort à faire fait qu'aujourd'hui, de vendre des produits je dirais à $100, $200, $300 plus, et dans mon modèle à moi, beaucoup plus simple. Donc, si je vois arriver quelqu'un avec un projet où il va me dire je veux vendre des sachets de thé à $1, du thé de Chamarelle, voilà, je vais dire c'est pas moi. Essaye Shopify, essaye Facebook, mais c'est pas moi qu'il faut voir venir. Qu'il faut venir voir. Pardon. Tout ça parce qu'effectivement, Maurice, c'est un petit marché. On n'a pas la taille critique et on ne peut pas vendre de la même manière qu'on vend aux États-Unis ou en Asie. Ou en Asie, une ville, petite ville de campagne, c'est 6 millions d'habitants. Donc, vous comprenez, avec 1,2 million d'habitants, le marché n'a pas la même taille. Allez, je vous donne un dernier petit conseil pour la route et puis ça va être l'heure de l'apéro. Soyez pragmatique. Surtout, renseignez-vous. N'écoutez pas ces personnes qui vous disent ah, surtout non, ne fais pas de PrestaShop parce que mon cousin a essayé PrestaShop, ça marche pas. Non, ça revient à dire n'allez pas aux Winners de Cascavel parce que la caissière a été un peu rude avec ma belle-mère. Ce qui marche pour ne marchera peut-être pas pour vous. Et l'inverse est vrai. C'est à vous de faire vos tests. Mettez un budget en place, faites vos tests, regardez ce qui marche. Et si pour vous, ce qui marche, c'est sponsoriser des posts sur Facebook et vendre, parfait. Si pour vous, ça ne marche pas et vous avez un e-commerce et c'est comme ça que vous faites du mailing, c'est comme ça que vous vendez, parfait. Mais il faut essayer. Il ne faut surtout pas être fermé d'esprit. Il faut essayer pour trouver. Et c'est une industrie plus que toutes les autres
où on doit croire. La seule vérité, elle est dans vos données. Donc, moi, une grosse partie de mon activité, c'est d'analyser la data et de regarder qu'est-ce qui marche pas, d'essayer des nouvelles choses. C'est vraiment un modèle à prendre. Voilà, si vous voulez aller plus loin, bah, écoutez, il y a d'autres webinars. Alors, il y a la Mauritius FinTech Association, Mauritius African FinTech Hub, pardon, qui propose un webinaire gratuit avec quelques fondateurs de Maurice. Moi, j'assisterai à celui-là. Et j'en ai vu un autre passer, mais comme je ne sais pas s'il est gratuit, enfin, je n'ai pas compris si c'était un free webinar à 4500 roupies. Donc, je ne sais pas si je vais y participer, pour être honnête. Mais comme je l'ai vu passer, je vous mets l'information. Voilà, bah écoutez, merci. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Voilà, c'est la fin de ma présentation. Merci Vincent pour cette présentation très, très pratique, très enrichissante. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via chat, sur le chat ou sur l'élément de questions et réponses que vous avez dans Zoom. Voilà, donc on attend un Je peu vais stopper vos mon questions. écran, comme ça je vais pouvoir voir. Allez, du chat. J'ai eu des messages de personnes qui voulaient poser des questions, donc est-ce qu'elles sont encore là? Donc en fait, pour résumer, tout dépendra des choses qu'on veut vendre. Bah, effectivement, c'est compliqué. En fait, quand l'e-commerce, ça peut couvrir toute typologie de projet. Alors, moi, j'ai vu des gens faire de la vente en ligne avec des Google Forms et des options qu'ils avaient codées eux-mêmes. Euh, et j'ai vu des plateformes type Magento qui intégraient le stock de X fournisseurs. C'est compliqué de couvrir l'ensemble des typologies de projets. Maintenant, c'est vraiment au cas par cas, j'ai envie de dire. Et nous, en tant qu'agence, notre première approche, c'est d'écouter le client, de comprendre un peu son besoin pour essayer de lui proposer une solution, soyons clairs, qui va marcher ou qui ne va pas marcher et de faire une analyse de qu'est-ce que ça peut lui coûter pour être sûr qu'il ne va pas dépenser des millions sur un e-commerce qui ne marchera pas. Mais de l'amener dans un modèle où on va faire des tests pour s'assurer qu'on ait quelque chose qui fonctionne in fine. Ok. On a une question de Khalid. Le mécanisme MOCAS mis en place par la Banque de Maurice aide à réduire les coûts de transaction e-commerce. Est-ce que tu es au courant de ça ou... Alors non, non, je ne suis pas au courant de ça. J'ai vu le truc passer, je ne l'ai pas analysé pour être honnête, Mocash. Mais effectivement, la tendance, c'est d'aller vers une diminution des frais de transaction. Parce que au début, on avait deux, trois acteurs qui venaient avec des solutions de paiement en ligne et on en a de plus en plus. Donc, ce qu'on appelle les PSP, les Payment Service Providers. Euh, commencent à arriver sur le marché et du coup, les frais transactionnels vont à la baisse. Donc, effectivement, c'est possible qu'aujourd'hui, on paye un certain coût et que dans les mois à venir, les années à venir, le frais transactionnel, qui peut être un flat, donc un flat fee et un variable en fonction de la transaction, ou juste un flat ou juste un variable. Enfin, généralement, avec les banques, c'est un peu les deux. Mais tout ça va aller à la baisse, c'est clair. Ok. Il y avait aussi une loi qui a été passée autour du e-commerce pour aider les entreprises à s'implanter. Ben, oui, effectivement, le contexte est en train de changer en fait. Et j'ai pas de boule de cristal, je sais pas ce qui va se Mm. passer post-Covid, mais Alors, de Jean-Michel alors, Durand, journaliste de l'École australe, sait-on combien représentait l'e-commerce à Maurice avant le Covid-19 et aujourd'hui? Les commerçants traditionnels vont vouloir se lancer dans l'e-commerce. Quelles sont les trois grandes erreurs à éviter et à contrario, quels sont les principaux conseils? pour les commerçants, donc j'imagine que c'est aujourd'hui un commerçant qui a vu son magasin fermé
et qui veut vendre en ligne euh, ses produits parce qu'aujourd'hui, sa boutique physique, elle est fermée. C'est ça la question, j'imagine? J'ai bien compris? Tu veux, dans les commerçants traditionnels, ouais, comment tu te lancerais dans l'e-commerce? Quelles sont les trois grandes Bah, erreurs à éviter? moi, déjà, je capitaliserai sur les conseils. Voilà. Je capitaliserai sur ce que j'ai déjà. Est-ce que j'ai une liste de mes clients? Est-ce que j'ai déjà des emails, des numéros de téléphone, des choses comme ça, des gens que je peux contacter? Ensuite, j'essaierai si j'ai vraiment besoin de quelque chose tout de suite, là, instantanément, je considérerai les offres des e-shops à Maurice. Parce que si c'est mon gagne-pain et que j'ai vraiment besoin d'avoir quelque chose, je ferai ça temporairement en sachant que je vais exploiter ma base de données clients parce que c'est mon fonds de commerce, hein, ça, hein, pour essayer de vendre. Et à côté, je commencerai à travailler sur une solution en propre, périn, que je peux pérenniser pour développer mon volume sur le digital. J'essaierai aussi les réseaux sociaux. Je mettrai un petit peu de budget sur Facebook assez rapidement. Euh, J'essaierai d'avoir peut-être des relais dans les médias pour expliquer mon cas, s'il y a des interviews de commerçants qui sont faites sur qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour le Covid, etc. J'essaierai d'avoir un peu de faire parler de moi, même si ma boutique est fermée, parce que la zone d'achalandage autour dont je profitais est fermée. Donc j'essaierai de bénéficier de tout ce qui est mis à ma disposition, plus faire du marketing. Et dans mon message, j'essaierai de tourner le message pour voir comment je peux l'adapter à la situation. Les pièges à faire, c'est de se dire, je vais développer un e-commerce, je vais mettre beaucoup d'argent sur la table et je m'engage sur des fois des mois de développement alors que la situation est temporaire et je ne sais pas si ça va marcher. Ok. Et une autre question d'Alexandre. Je suis plutôt pessimiste au sujet de la transition vers l'e-commerce des supermarchés pour deux raisons, la petitesse du marché, les faiblesses et les faibles marges. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, effectivement, je l'ai dit, le marché, c'est la taille critique du marché. À Maurice, c'est compliqué. Et on a beaucoup on a beaucoup de frais encore sur l'e-commerce, sur le delivery. Donc, pour l'instant, dans l'état actuel, j'ai envie de dire, moi aussi, je suis un peu le même constat comment il s'appelait? Alexandre. Qu'Alexandre. Voilà, je fais un peu le même constat qu'Alexandre. Après, je pense qu'eux aussi le font et qu'ils vont réfléchir à comment est-ce qu'on met ça en place pour réduire les frais. Parce que aujourd'hui, si on regarde, toutes les livraisons sont gratuites au-dessus d'un certain montant dans tous les pays du monde, hein. Donc, je pense on va arriver vers cette tendance. Comme je vous montrais avec Bon Génie et d'autres services qui sont en train de se mettre en place, on est en train de se structurer. C'est-à-dire qu'on a mis des trucs en place vite fait parce qu'il y avait le Covid. Ça n'a pas marché. On a tous fait ce constat-là. On a eu des délais sur les livraisons. C'était cher pour ce que c'était. Les prix, on ne comprenait pas pourquoi dans un pack à 2000 roupies, on avait 3 tomates et 4 patates, en gros. Et je pense que c'est un constat. Hein, on peut pas. Maintenant, Ça ça a sent le été mieux. vécu. Ouais. Ça sent le vécu. Bah oui, oui. Je veux dire, on n'avait pas le choix. On en était tous là. On ne pouvait pas aller au supermarché. On a eu presque 2 semaines de lockdown. Euh, Il n'y avait pas le choix. Je veux dire, on a dû le faire. Et c'était galère. Donc, ils ont mis les choses en place. Maintenant, ça a l'air de mieux tourner. Donc, c'est comme tout. Au début, on prend les trous, on paye les pots cassés. Euh, je pense que le constat, oui, il est comme Alexandre le dit, ouais, ça ne marche pas. Maintenant, pour avoir réutilisé certains services par la suite, ça marche mieux. Et les coûts, bah forcément, vont aller à la baisse. Ok.
Euh, ah, Monsieur Sad, je m'excuse pour la prononciation. Est-ce que je dois retirer un permis auprès du gouvernement si je veux faire du drop shipping? Je ne pense pas, en tout cas pas pour ce type d'activité. Vous pouvez le faire en ligne. Ça dépend où est enregistrée votre société. Je pense il faut le document du City Council, comment on appelle ça, le Trade License. Donc ça, vous allez devoir avoir besoin, mais c'est en fonction de votre, je crois, comment on appelle ça, NICS, enfin c'est votre trade code, quoi, que vous allez payer. Et certains en ont pas besoin. Donc, en dépendant de votre BRN, vous allez avoir un trade code. Et dépendant de votre trade code, vous allez avoir besoin de permis ou non. Et ça, faut voir avec le City Council. Ok, Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. je ne sais pas. Je Parce qu'en pense fait, que le non. dropshipping, vous n'allez pas avoir de stock, il n'y a rien qui transite à Maurice. Donc, vous avez un dropshipper ailleurs qui va livrer un client, à Maurice ou ailleurs. Alors après, il y a les douanes, hein, il y a les customs. Là, c'est une autre procédure. Pour opérer, si c'est votre question, pour avoir un permis pour opérer, si vous voulez commencer à faire du dropshipping, c'est votre société qui doit avoir un trade license. Et après, je ne pense pas que vous devez avoir de permis spéciaux. Je n'ai jamais vu, moi, de permis dropshipping délivré par le gouvernement. Ça existe peut-être, mais je ne pense pas. Mais ça vaut le coup de se renseigner. Ok. C'est qui comme signe. Euh, Autre question d'Alexandre K de l'Éco-Austral. De quel secteur proviennent tes clients pour les services d'e-commerce et qui rencontre le plus de succès? Ok. Alors moi j'ai un peu de tout, hein. J'ai des gens qui font des gens qui font du e-commerce sur du mariage, j'ai des blogs d'histoire, j'ai des gens qui font du pharmaceutique, enfin j'ai vraiment non, pas toutes les industries, mais une variété. J'ai aujourd'hui 47 sites. Sur ces 47 sites, il y a, je pense, un bon tiers d'e-commerce pur ou avec du paiement en ligne, hein, et d'autres gens qui font soit de l'affiliation, soit qui ont d'autres relais de financement et de rémunération. Euh, Moi, ce que j'ai vu, c'est que tout ce qui était les secteurs de, bon, le tourisme, on oublie, hein, ça je pense que c'est clair, mais l'événementiel, c'est très compliqué parce on peut plus se regrouper. Tout ce qui était formation en ligne, ça marche. Tout ce qui était formation en direct, ça marche plus et ils essaient de basculer en ligne. J'ai un client qui est dans le pharmaceutique, lui, il a un pic d'activité. Je dirais que c'est un peu comme dans toutes les autres, tous les autres secteurs. Tout ce qui était physique, du coup, ça devient compliqué. Alors, tout ce qui était déjà digital, c'est beaucoup plus simple. Et il bénéficie d'un pic de trafic et une augmentation des ventes parce qu'il y a de plus en plus de gens qui, qui passent par ces plateformes-là. Ce qu'on a vu, c'est que les stats, c'est que tout ce qui est électronique fonctionne très très bien maintenant. Typiquement, les gens, ils vont s'acheter une PS4 ou un nouvel ordinateur parce qu'ils sont bloqués à la maison ou une télé 4K parce qu'on passe beaucoup de temps à la maison et du coup, on a besoin de cette technologie pour pas s'ennuyer. Donc ça marche très très bien. Ouais. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter une bonne après-midi. Je dois partir, il est 14 heures. C'était magnifique ton webinaire, Vincent. Merci beaucoup. Tu nous as éclairé et je suis sûr que ça va déclencher au moins l'idée, si ce n'est pas l'action, mais il faut déjà démarrer par une idée pour avoir une action. Donc, au plaisir de se revoir et à très bientôt. Bye Amaury. Bye tout le monde. Mal, Merci. merci. Euh, Autre question, Alban Prouette. Est-ce que tu peux partager tes coordonnées, s'il te plaît? Oui, bonjour Alban, je le connais. Ah, ok. Alban. Effectivement, Pouet. D'accord.
Sinon, Ouais, tu as une question de. Oui, vas-y. c'est vincent@pongo.io. Voilà. Vincent@pongo.io. D'accord. Et sinon, tu as une question de monsieur Sushil Bagant. Oui. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, nous mettrons la vidéo dans la semaine. Non, en dessous. Est-ce que je dois retirer un permis auprès du gouvernement si je veux faire du dropshipping? En Can you dessous. tell us, en dessous, can you tell us on e-commerce for selling service like legal and consultancy? Euh, Vous voulez vendre des services légaux et du conseil. Euh, il faut préciser votre demande, je pense. Vous voulez vendre quoi? Des heures de conseil et des heures d'avocat ou c'est l'accès à des templates légales type contrat type ou euh, l'industrie est vaste. Le conseil et le légal, hein. Ok. Donc c'est des templates et du conseil. Bah, vous pouvez ouais, effectivement mettre. Je pense que ça fonctionne sous forme de package pour tout ce qui est conseil, hein. Vous allez dire. Il faut mettre en avant peut-être les problématiques des gens. Vous avez un problème. Vous avez divorcé pendant le Covid. Voilà le package. Ou example like advice on COVID impact on industry. Oui. Alors, si vous faites des templates, c'est des documents à télécharger. Ouais. C'est de la documentation à télécharger. Et donc, c'est des produits virtuels. En fait, quand vous avez un e-commerce, vous avez des produits physiques. Donc, je suis en train de vendre des verres, des bouteilles d'eau, des tables, des chaises physiques. Et vous avez des produits virtuels, un type formation en ligne ou template Lego. Template pour faire une proposition, par exemple. Donc ça, c'est des produits virtuels. Ça se vend. Le prix est assez. Généralement, il y a une limite à ces prix-là, hein. Sauf si vous êtes un expert reconnu dans votre domaine et vous pouvez vendre un template à 300 $. Mais généralement, les templates, c'est 10, 20 $. Donc ça, c'est pour la partie templating ou accès à des documents, une base de documents légaux. Ça se vend. Ça peut se vendre sous forme d'abonnement aussi si vous en avez beaucoup. Si par exemple vous centralisez toute la documentation sur le sujet et vous laissez les gens accéder à une bibliothèque de documents, bah, vous pouvez vendre un abonnement si ça a du sens. Après, pour le conseil bah, c'est des heures. Donc ça, vous pouvez faire des formes de package. Là aussi, ça peut marcher sur le e-commerce. Ok. On a une autre question. Oui. Monsieur Emraj, quel est le nombre de personnes qui utilisent les services en ligne à l'île Maurice, surtout pour les achats sur les plateformes e-commerce? Je n'ai pas de stats. J'en ai cherché. En fait, Maurice, on n'a pas beaucoup de statistiques, hein. Et si vous en avez, ça m'intéresse parce que, en fait, moi, je pense participer enfin, après-demain au séminaire de Mauritius Africa FinTech Hub parce il y a les personnes de Marédil qui ont des informations et on n'a pas de regroupement de e-commerçants ou de gens de l'industrie qui partagent de la donnée. Il y a pas vraiment de statistiques officielles qui sont publiées. Donc c'est assez dur d'avoir accès à l'information. C'est un peu dommage parce que des fois on voit des choix qui sont faits à mon avis euh, sur le marché. Moi, il y a par exemple quelque chose je ne sais pas si vous êtes utilisateur de Marédil. Marédil, par exemple, il y a pas la possibilité sur la plateforme d'annuler une commande qu'on a faite. Donc, c'est-à-dire si je prends, je sais pas, un séjour avec ma femme dans un hôtel, je ne peux pas l'annuler. Par contre, si je ne peux pas y aller, il y a une personne qui va m'appeler, qui va me demander si je confirme ou pas la réservation. Je pense que c'est lié à leurs données, hein. C'est qu'ils ont vu tout simplement qu'ils avaient une meilleure rétention en faisant un appel direct plutôt que de laisser les gens annuler en ligne.
Parce que c'est assez cœur, hein. Annuler une transaction sur toutes les plateformes, c'est cœur. Mais sur le marché mauricien, il y a eu un choix qui a été fait de supprimer cette fonctionnalité, je pense. Et c'est une question que j'aimerais lui poser parce que effectivement, on en est à essayer de deviner les choses, quoi. Parce qu'il nous faut plus d'informations, plus de statistiques. Ouais, puis ça peut, vu l'émergence du e-commerce, peut-être qu'on arrivera après à une association des commerçants e-commerce avec une définition de ce qu'est vraiment le e-commerce sur l'île Maurice. Est-ce que c'est du site en ligne? Est-ce que c'est de la livraison? Est-ce que c'est une page Facebook? Voilà, peut-être qu'on arrivera à ça. J'aimerais bien, ça serait pas mal, hein. Peut-être sous l'impulsion de la Chambre, c'est un beau projet. On peut en parler dans la Comtic? Ouais. Bon, moi, Et- à mon petit niveau, je ne me vois pas porter ce projet, mais émettre l'idée, pourquoi pas, hein. On peut émettre l'idée, ouais, c'est pas un problème. Ouais. Ok. Si personne n'a d'autres questions, on va s'arrêter là. Bon, bah super. Bah écoute, Bah, merci, merci. merci à tous. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, faites-moi un mail. Je répondrai avec plaisir. Attends. Il y a une dernière question. Bonjour, pouvons-nous réussir sur le e-commerce dans l'industrie de la sécurité? Services et produits, par exemple, CCTV, alarme, contrôle d'accès, etc. Oui, je pense, oui. Bah, comme je disais, il y a un pic sur tout ce qui est produits électroniques. C'est un peu le moment, donc je pense c'est pas déconnant de faire des tests en testant sur les réseaux sociaux la réponse du marché. Donc vous faites des posts sponsorisés et si vous voyez qu'il y a un bon retour, que vous en vendez déjà quelques-uns comme ça, pensez à faire votre boutique en ligne, ouais, parce que ça peut fonctionner. En fait, il y a un phénomène de peur en plus qui est profond lié au Covid, où on nous parle peut-être de pénurie, enfin de plein de choses. Donc tout ce qui est sécurité, je pense que c'est un marché qui va... Ah, moi, je dis souvent, je suis pas Saïd Baba, quoi. Je suis pas un gourou, je n'ai pas les réponses. Mais mon avis, c'est que oui, forcément, ouais, ça va augmenter. C'est peut-être une bonne occasion de prendre la place. Si la place n'est pas déjà prise, je sais pas, j'ai pas fait d'analyse sur ce dernier. Hmm. Ok. Voilà. Bah, merci et bah, merci à vous tous d'avoir participé. Merci. Le prochain webinaire sera jeudi à 15 heures sur la gestion de patrimoine. Donc c'est vous êtes résident français et vous souhaitez retourner votre patrimoine en France, on propose un webinaire dessus. Voilà. Bah, merci à tous encore et puis une bonne journée. Bonne journée. Au revoir.